Ce qu'on essaie de permettre de faire à nos clients, c'est d'aller repérer des niches olfactives, des white space sur un marché donné. Demain, nous, on peut fournir les données pour dire on fait une rose nostalgique pour la Chine qui va être hyper clivante, mais pour un quart ou un huitième des consos chinois de cette région de la Chine, ça va être le parfum de leur vie. Et de cette façon, tu peux un peu briser cette espèce de cercle vicieux de la création un peu stérile qui se regarde le nombril, quoi. Bonjour et bienvenue sur Data Driven 101, le podcast qui s'intéresse aux applications concrètes et variées de l'intelligence artificielle et de la data. Je suis Marc Sanselme, spécialiste en IA, et je reçois chaque semaine des professionnels pour nous partager leurs expériences et leurs visions sans filtre. Aujourd'hui, je reçois Samuel Fillon, ingénieur des Ponts et Chaussées, fondateur de Sommelier du Parfum. Sommelier du Parfum est une start-up de machine learning appliquée à la parfumerie, créée en 2017 et bootstrappée. Bonjour Samuel. Salut Marc. Alors Samuel, est-ce que tu peux nous parler de Sommelier du Parfum ? Qu'est-ce que vous faites exactement ? Ouais, carrément. Alors Sommelier du Parfum, l'idée en fait c'est de fournir à la fois aux consommateurs de parfum et aux professionnels de la parfumerie des outils data-driven qui peuvent leur permettre de prendre des décisions plus rationnelles. Donc dans l'approche consumer, dans le cadre de l'achat de parfum, et pour les professionnels de la parfumerie quand ils sont en train de créer des nouveaux parfums pour le grand public. Ok, donc vous donnez du feedback à ceux qui créent les parfums d'un côté, éventuellement de la recommandation du côté utilisateur ? Oui, absolument, c'est exactement le cas. En fait, on a donc encore une fois une double casquette, nos activités sont assez séparées l'une de l'autre. Côté consumer, on a une app qui est un peu une encyclopédie du parfum, qui est disponible sur iOS et Android, qui est aussi complémentée d'une marketplace de découverte de parfumerie de niche. Donc c'est la parfumerie un peu alternative qu'on ne trouve pas forcément chez Sephora, Marionneau et autres, avec une mécanique de découverte à distance, si on veut, en fonction des goûts et des préférences des utilisateurs. Donc ça, c'est la casquette consumer. Ouais. Et puis de l'autre côté, on a une casquette vraiment B2B, qui, encore une fois, communique assez peu avec la casquette B2C. Et là, l'idée, c'est que nos utilisateurs, c'est des parfumeurs, c'est les professionnels de la parfumerie, et on les accompagne dans toutes les questions qu'elles peuvent avoir sur la compréhension des consommateurs, pas nécessairement en France, mais partout dans le monde. Et si on veut, l'idée, c'est que pour se rendre un petit peu compte de ce que ça peut vouloir dire et à quelle réponse on peut apporter à leurs questions, ça peut être de dire, imaginons que demain, je suis parfumeur et cherche à faire une rose nostalgique pour la Chine. Okay. Donc c'est un brief qui peut être réel. Alors là, c'est un brief qui est fictif, mais c'est le genre de brief qu'on peut s'imaginer devoir répondre en tant que parfumeur. Voilà. Et nos approches, en fait, répondent à ces use cases. D'accord, ok. Avant de rentrer peut-être dans le détail des algos, au niveau de la data elle-même, déjà, quel type de données vous manipulez ? Et puis, en tant qu'organisation, comment est-ce que vous êtes organisé au niveau de l'équipe pour traiter tous les sujets data ? Alors, sur la partie B2C, tu l'as dit un petit peu avant, on est vraiment focalisé sur la recommandation. Donc, il y a deux types de données, si tu veux, qui rentrent en compte. C'est déjà, d'une part, on a dû constituer une base de données de parfums, la plus exhaustive possible. On a des dizaines de milliers de références sur lesquelles on va avoir des informations olfactives. Donc c'est ce qu'on appelle les notes du parfum. Donc ça va être la pêche, par exemple, c'est une note, la vanille, c'est une note. Quand tu dis des informations olfactives, c'est une description en langage naturel ? Non, c'est plus structuré que ça, en fait. On arrive à sourcer à partir de certains sites spécialisés et de nos propres analyses, ce qu'on appelle donc la pyramide du parfum, qui est en gros la décomposition, la combinaison linéaire, si tu veux, de notes, avec des poids à chaque note associée. Donc c'est pas juste, on va regarder dans les commentaires de conso et qui vont dire, tiens, je pense qu'il y a un peu de vanille, un peu de pêche. Et nous, du coup, on va le structurer. On récupère et on traite de la donnée qui est déjà structurée, olfactive. D'accord. Et donc dans les recos, si tu veux, il y a pas mal de choses qui rentrent en compte. Traditionnellement, quand on fait de la reco, si tu prends par exemple Amazon qui te met en bas de page les consos ont aussi aimé ça, vous allez aimer ça. En fait, ils traitent un parfum comme un pot de yaourt. Souvent, ce qui est utilisé, c'est des réductions de matrices, genre factorisation de matrices, pardon. Ouais. Où du coup, tu as une grande matrice avec des objets d'un côté et puis du coup, des users de l'autre. Et puis tu factorises, tu as un espace latent dans lequel tu peux pas comprendre grand-chose, mais en tout cas, tu utilises ça. Dès que tu es sur une verticale assez spécifique sur laquelle tu as beaucoup d'infos, donc là, en l'occurrence, le parfum, dans lequel tu vas avoir des informations de type olfactive ou pas mal d'autres choses, tu es obligé de faire des approches beaucoup plus custom si tu veux être pertinent. Et un autre truc, c'est qu'en fait, quand tu fais de la reco sur Amazon, ce qui se passe, c'est que tu peux faire ta factorisation matrice pendant la nuit, ça te prend 3 heures de calcul, et à la fin, du coup, tu vas pouvoir avoir des recos qui vont être pré-processés. Dans notre cas, en fait, notre conso, il arrive sur le site, il rentre ses préférences, et en fait, 30 secondes plus tard, toi, tu dois lui faire des recos. Donc, tu vois, il y a pas mal de choses qui doivent être adaptées. Ça, c'est pour le B2C. Après, en B2B, c'est assez différent. Effectivement, on a beaucoup de scrapping de reviews. On fait beaucoup de NLP sur ces reviews. En ce moment, on se régale avec les LLM, qui peuvent faire plein de choses nouvelles. Ouais. Mais si tu veux, on a d'une part des reviews de conso, encore une fois, partout dans le monde, Chine, Russie, US, Europe de l'Ouest, etc.
D'autre part, des données business qu'on traite, que nos clients nous envoient. Puis tout un tas d'autres choses, dont on pourra parler peut-être un peu plus en détail, mais c'est vrai qu'un truc qu'on regarde pas mal et qui est assez lié à l'approche de Roku pour le coup en B2C, c'est ce qu'on appelle des paniers de préférence. C'est en fait quand tu as un utilisateur A qui va aimer un parfum A et B, un utilisateur B qui va aimer parfum B et C, en fait tu vas pouvoir comprendre des concurrences entre les parfums qui sont agnostiques des caractéristiques olfactives pures des produits, mais qui vont capturer d'autres trucs, par exemple des éléments de branding en commun. Ah bah tiens, les flacons ils sont bleus, tu vois. Ah bah tiens, c'est rigolo parce qu'en fait tu peux te rendre compte que si un flacon a une forme particulière, tu vois, ça a peut-être plus d'importance que si il a en commun de la vanille ou du gingembre ou je sais pas quoi. Ok. Donc ici, je rebondis peut-être d'abord sur le premier point, sur du B2C. Si on compare à Amazon, donc factorisation de matrice, le fait finalement de dire parce que tu as aimé tel et tel autre produit, on te recommande celui-ci. Est-ce qu'on pourrait pas faire la même chose juste pour les parfums ? Je suis d'accord que finalement, sur Amazon, le fait d'avoir acheté des produits d'entretien, des produits de bricolage, des produits d'informatique, a priori, pas beaucoup de sens pour te recommander un parfum ou un autre. Si on avait un peu plus de données d'historique sur les parfums, est-ce qu'on pourrait faire l'algo d'Amazon, de Netflix, la factorisation de matrice ? Est-ce qu'on pourrait le faire avec juste les parfums ? Est-ce que ce serait une approche valide ? Alors, je reformule un peu la question pour être sûr d'avoir comprise, mais je pense que du coup, le cas d'Amazon et Netflix, il est assez différent, parce qu'en fait, Amazon est obligé de traiter des centaines de verticales différentes. Ouais. Du coup, ça leur demanderait une bande passante vraiment très importante de devoir avoir un algo spécialisé dans chacune de ces verticales. Ouais. Alors, ils le font peut-être, honnêtement, j'en ai aucune idée. Et surtout, ça leur demanderait de constituer des bases de données avec des features sur les produits qui s'arriveraient à bien comprendre, vraiment important. Alors, du coup, peut-être que pour eux qui font des centaines de milliards de CA, volume d'affaires, ça peut avoir un intérêt ou pas avoir. Dans le cas de Netflix, c'est un peu différent parce que pour le coup, eux, ils sont plus verticalisés. Ils traitent de la série ou du film, grosso modo, du docu. Et il me semble que, de toute façon, Netflix a été dans le domaine des systèmes de reco, c'est le pionnier qui a permis à ce que la recherche se développe de ouf. C'était le Netflix Prize en 2009 ou un peu avant. Et justement, eux, ce qu'ils ont permis de faire avec les datasets qui sont rendus publics, c'est d'aller bien au-delà des approches complètement agnostiques de la verticale pour aller regarder très spécifiquement ce qui peut se faire sur des films ou sur du contenu audiovisuel. Donc, de notre point de vue, on serait plus dans un use case type Netflix que Amazon. Ouais, d'accord. Tu m'avais posé la question tout à l'heure de comment est-ce qu'on gérait, il me semble, les données en interne. Oui. On fait tout en interne déjà. On essaye de pas trop, justement, parce que c'est très proche de notre cœur de métier. Donc, c'est quelque chose qu'on essaie d'externaliser aussi peu que possible. Ouais. Et donc, on a une team qui fait ça. Donc, on a un data engineer dont le job, c'est de gérer nos pipelines de scrapping, de processer toutes les données, de faire tourner les algos de ML de NLP sur toutes nos reviews notamment. Et puis, on a un ingé en machine learning qui a une grosse casquette NLP aussi, et qui justement va créer les nouvelles approches qui nous permettent d'être plus pertinents pour nos clients demain. Puis il se trouve qu'à la base, donc, on a à peu près 6-7 ans en tant que boîte. Pendant très longtemps, c'est moi qui me suis occupé de cette partie en tout cas. Ok. Alors quel genre de data vous aviez comme point de départ pour vos algos ? C'est des algos qui sont quand même gourmands en données, la recommandation. Comment on monte une boîte quand on a a priori pas de données au début ? Comment est-ce qu'on se constitue la première mise de départ ? Ouais, du coup, sur une verticale spécifique comme le parfum, en gros, il faut forcément commencer d'une base de données. Même si tu as des commentaires tu peux récupérer des commentaires sur des sites de retail, tu vas pas pouvoir en faire grand-chose, parce que là, tu vas traiter ton objet produit comme tu traiterais, là, pour le coup, des pots de yaourt. Donc, c'est pas forcément important. Enfin, c'est pas forcément pertinent. La première chose à constituer, donc, c'est une base de données. Ça nous a pris, franchement, littéralement des années de faire quelque chose de propre. Parce qu'on a dû combiner pas mal de données qui étaient disponibles en ligne. On a parlé des données olfactives. Après, il y a plein de choses d'autres. Enfin, il y a ce qu'on a dans le domaine de la parfumerie, c'est le même vocabulaire que dans la musique. T'as des notes, t'as des accords, t'as ce genre de choses. Ouais. Il faut pouvoir processer tout ça pour qu'il soit traitable d'un point de vue même mathématique. Si tu veux, un parfum, on l'a dit un peu avant, on peut le considérer comme une combinaison linéaire de notes. Maintenant, les notes, il y en a, tu peux dire qu'il y en a 1000, 1200 différentes. Donc en fait, tu es dans un espace qui est hyper sparse. Tu peux utiliser une norme L2 par exemple pour faire des opérations, mais tes résultats vont être un peu nazes. Et donc il y a tout un paradigme qu'il faut créer sur ta verticale pour pouvoir traiter ton objet de façon pertinente. Et donc ça demande quand même pas mal de travail, et surtout ça demande beaucoup de compréhension métier. Il faut être ultra immergé sur ton secteur,
si possible, passer beaucoup de temps avec les gens qui travaillent dessus, parce qu'il va y avoir des insights intéressants. Le parfum, c'est quand même un truc qui est assez éloigné de nos problèmes. Enfin, tu vois, c'est très sensoriel, c'est très subjectif d'une certaine façon, et donc tout ce que les ingés n'ont pas l'habitude de traiter, quoi. Ouais. Et ensuite, après, sur la partie reco, c'est du test and learn, c'est de shipper le plus vite possible. Dans notre cas, on a commencé par du consumer, hein, donc c'était en 2017, c'était les chatbots à l'époque, et donc c'est de shipper le plus vite possible pour avoir des feedbacks sur tes, de tes consumers qui peuvent te dire si ta direction est bonne ou pas, quoi. Ok. Alors du coup, maintenant que vous avez toutes ces années d'expérience, quelle serait la data idéale, si vous pouviez la collecter de cette façon, ou si vous la collectez déjà, quelle est la data idéale pour entraîner vos algos? Alors dans le meilleur des mondes, parce que du coup, on récupère donc, dans le cas des reviews, des données qui viennent un peu de partout dans le monde, donc déjà il faut les traduire correctement. Et c'est con, mais par exemple, la traduction depuis le chinois, elle est pas très bonne en général. En machine translation, elle est plutôt pas terrible. Alors, t'as des approches qui marchent mieux que d'autres, hein. Par exemple, t'as des API chinoises qui ont l'habitude de faire du chinois to English ou inversement. Même des API comme DeepL le font correctement, mais en tout cas, ça reste pas parfait. C'est pas du tout comme français-anglais qui est vraiment irréprochable de nos jours. Après, au-delà de ça, nous, on peut être plus pertinent si la donnée elle est bien contextualisée. Dans le meilleur des mondes, à chaque fois qu'on traite une review, en fait, on aurait sans que ça soit des données à caractère personnel, mais au moins tranche d'âge, sexe, région dans laquelle se trouve la personne. Ça nous permettrait de faire beaucoup, beaucoup plus de choses encore. Ça dépend les cas, hein. Il y a des fois où on a accès à peu près à ces infos ou à des proxys vers ces infos, mais très souvent, on a juste un pseudo et puis une note et un texte, et puis juste un site. Ce qui permet de faire plein de choses, mais pas autant que ce qu'on a. D'accord. Ça serait côté B2B, côté ouais, B2C. Je mélange un peu les deux, parce que c'est vrai que, encore une fois, les deux casquettes font que je réponde de temps en temps plutôt côté consumer, plutôt côté B2B. En B2C, ouais, en fait, ce qui est plutôt pas mal, c'est que vu on fait pas mal de recommandations, on est en mesure d'avoir du feedback sur les recos qu'on produit. Ouais. Donc juste quelques mots sur le système de recommandation en B2C. Donc, nos utilisateurs ont une sorte d'onboarding sur notre site ou sur notre app. Donc ils vont rentrer, voilà, moi j'aime le patchouli, j'ai porté tel ou tel parfum, je cherche un parfum pour l'hiver, j'ai tel âge, etc. Et nous, on sort une reco de parfum à essayer chez soi. D'accord. Et le principe, c'est que pour 20 €, en tant que conso, tu reçois un kit de 5 échantillons. Encore une fois, complètement custom. Alors, les parfums sont pas custom, mais le panachage, il l'est. Et donc, en plus de ton kit, tu reçois un bon d'achat de 20 € si tu veux acheter derrière les flacons des parfums que tu as testés. C'est un peu un fusil à deux cartouches, si tu veux, pour apprendre, en fait, à avoir du feedback et des recommandations. C'est que tu peux pas vraiment déduire grand-chose des échantillons qui sont choisis par ton conso, parce qu'en fait, ils l'ont pas encore testé à ce moment-là. Ouais. Par contre, tu apprends de la conversion vers un flacon. Ouais. Donc c'est un poil complexe à intégrer par exemple dans une fonction d'erreur, mais c'est ça qui nous permet tout de même de faire fonctionner la machine. Et puis c'est vrai qu'on a l'avantage d'avoir une certaine diversité géographique. On a beaucoup d'utilisateurs allemands par exemple, des régions germanophones, beaucoup de japonais, on a eu à l'époque beaucoup de russes. Et donc, in fine, on peut comprendre tout de même pas mal de choses à partir de ces retours-là. Ok, ouais, ça peut être intéressant de se rendre compte finalement, selon les cultures, comme les goûts changent ou l'influence du pays, la zone, localisation sur les goûts. Ouais, absolument. Alors, il y a un truc qui dépasse un petit peu notre cadre, si tu veux, mais en fait, l'industrie du parfum, il faut se rendre compte d'un truc, c'est que... Alors, tu peux parler des grandes marques, tu as Chanel, Hugo Boss, Givenchy, etc. La réalité, c'est que tu as 3 ou 4 fournisseurs de matières premières et des formules qui formulent pour tout le monde. Donc, quand tu as un parfum qui sort de chez Lacoste, c'est pas un parfumeur chez Lacoste qui l'a créé, c'est une boîte un sous-traitant en fait qui fournit les formules et la matière première. D'accord. Et en fait, ces 3 ou 4 boîtes, elles font pas que des parfums, elles font toute l'industrie qui a un goût, une odeur. Donc, c'est-à-dire c'est les lessives, c'est les détergents, produits d'entretien, c'est les odeurs dans l'agroalimentaire. C'est pareil, hein. Unilever et autres, ils achètent des composés qui sont produits par ces boîtes-là. Mmh. Donc ces entreprises, elles ont un impact sur 2 de nos sens, si tu veux, à l'échelle mondiale, qui est très important et qui est totalement sous le radar. Personne ne s'émeut trop de la concentration oligopolistique en fait, de ce marché, mais la réalité, c'est que tout ce qui peut être fait, on va dire, pour orienter un petit peu leur prise de décision a un impact sur littéralement la totalité des consommateurs sur Terre, quoi. Et ça lisse un peu les goûts, du coup ? En fait, c'est le challenge. En fait, cette industrie, elle est... Alors, je dirais pas qu'elle n'est pas data-driven, mais elle est de façon un petit peu old school. Si tu veux, la façon assez classique d'utiliser les données, on va dire, dans le cadre d'un développement de parfum, c'est que tu as une marque qui va arriver avec un brief. Donc, c'est voilà, comme dans d'autres industries. Hein, je pense qu'il faut, on disait, réinventer la rose en Chine, etc. Et donc, elle va l'envoyer à la maison de composition, qui va te dire, bon, qu'est-ce qu'on fait de ça ?
Ils font des variations possibles sur ce thème. Et la marque derrière, ou la maison de composition, va faire tester sur chacun des marchés qui l'intéressent ces différentes variantes. Donc tu vas avoir un groupe de 10 personnes en Chine, un groupe de 10 personnes au Japon, un groupe de 10 personnes en France, aux US, etc. Et en fait, la plupart des lancements de parfums, ils sont mondiaux. C'est le même parfum partout dans le monde. Mais le problème, c'est qu'en moyenne, ce qui va se passer, c'est que les variantes qui vont être retenues, c'est celles qui sont le plus proches de la moyenne mondiale des goûts. Logique. Ouais. Tu cherches à maximiser ton espérance, tu vois, genre sur toute la Terre, tu cherches pas à être hyper clivant et hyper performant sur un seul de ces marchés. Ouais. Et vu que tous les développements de parfums sont réalisés de cette façon, tu as une convergence vers la moyenne mondiale des goûts, et tu peux rajouter à ça le fait que la plupart des gens, enfin de plus en plus de gens sont en milieu urbain de nos jours, et donc sont de moins en moins exposés des odeurs naturelles, et donc en fait ça accélère encore cet effet-là. D'accord. Donc nous, si tu veux, l'idée, en tout cas ce qu'on essaie de permettre de faire à nos clients, c'est d'aller repérer des niches olfactives, des white space, tu peux l'appeler comme tu veux, des opportunités qui font que ça leur permet d'avoir des données qui backent une prise de risque et qui leur permet d'aller d'être clivant, tout simplement, sur un marché donné. Tu peux te dire, voilà, demain, nous, on peut fournir les données pour dire, on fait une rose nostalgique pour la Chine, qui va être hyper clivante, mais pour un quart ou un huitième des consos chinois de cette région de la Chine, ça va être le parfum de leur vie. Et de cette façon, tu peux un peu briser cette espèce de cercle vicieux de la création un peu stérile qui se regarde le nombril, quoi. Ouais, parce que je me demandais si on fait le parallèle avec le monde de la mode, où il y a beaucoup de petites marques qui émergent, presque les petites marques qui mangent les grosses, pour caricaturer. Est-ce que dans la parfumerie, on peut imaginer ou on peut voir ce genre de choses? Est-ce que justement ce lissage à l'échelle mondiale et cette envie de personnalisation globale va pas amener à des toutes petites marques qui performent sur des petits marchés de nouveau, on va dire une espèce de retour en arrière? C'est exactement ce qui se passe. Ça fait une vingtaine d'années à peu près. En France, on a quelques marques comme l'Artisan Parfumeur, les éditions de parfums Frédéric Malle notamment, ou même Diptyque. C'est des marques qui ont un petit peu capté l'esprit du temps déjà de l'époque, ou en tout cas ils ont été assez visionnaires dans l'idée de... ils ont compris les problèmes de l'industrie du parfum, les ont anticipés et ont créé une offre alternative, encore une fois plus clivante, plus simple aussi d'une certaine façon, plus identifiable, et qui répond à un problème que se posent tous les consommateurs qui vont chez Sephora un jour, qui est, in fine, j'ai pas envie de sentir comme mon voisin de métro, quoi. Tu vois. Et ces petites marques-là l'ont fait avec beaucoup de réussite. Aujourd'hui, le marché est maintenant très saturé de ces petites marques qui, justement, essayent de grignoter des parts de marché sur les plus grosses. Mais tu as des super success stories, notamment dans les marques dont je t'ai parlé, qui ont été assez précurseurs sur le sujet, quoi. Alors, est-ce que tu peux nous parler de la recommandation consumer facing en général? Quelles sont les particularités et quels conseils tu peux donner sur la partie UX, User Experience, User Interface? Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que la seule chose qui compte, c'est la perception de ton consommateur qui reçoit la recommandation. Et donc, j'ai envie de dire, un output, une recommandation qui est expliquée concrètement, même si elle est de moins bonne qualité qu'une reco qui ne l'est pas, en fait, il va y avoir beaucoup plus de valeur perçue pour ton consommateur final. Si par exemple je te dis, tiens, tu m'as mis tous tes paramètres là, donc dans l'onboarding, donc ton amour pour le patchouli et autres, et en fait je te fais 5 recos qui te tombent comme ça comme un cheveu sur la soupe, en fait, vu que t'es pas expert, t'as aucun moyen de savoir si cette reco là est pertinente. À l'inverse, si t'arrives, et je pense que ça c'est valable très très largement au-delà de notre vertical, si t'arrives et que tu dis, ok, ce parfum là, je te le recommande parce que tu m'as dit que t'aimais tel autre truc, et il y a ça en commun. Et en plus, là, elle est traitée avec un petit peu plus d'épices. Et ça correspond à un autre goût que j'ai pu capturer via un autre des éléments que tu as rentrés dans le formulaire. Bon, en fait, là, ton conso, il comprend. Voilà, il comprend et si, tu vois, ça lui permet de... Il n'a pas l'impression d'avoir perdu son temps en entrant les données du formulaire. Et ça lui donne la sensation d'être compris. Et ça change tout. Après, il y a un autre élément, je pense, auquel on ne pense pas forcément de prime abord. C'est que, tu sais, quand tu développes pour le web, en général, tu essaies de retirer le maximum de friction. Dès que tu as de la friction, tu la retires. Donc, tu fais des parcours utilisateurs les plus courts possibles, qui vont droit à l'essentiel, etc. Et en fait, de temps en temps, l'ajout d'une toute petite friction peut avoir un vrai intérêt. Donc, typiquement, tu as des cas un peu classiques du genre, quand tu veux supprimer un truc dans une base de données, on va te dire, est-ce que vous êtes vraiment sûr? Donc ça, c'est un exemple de friction ajoutée qui peut servir le client. Ouais. Mais après, il y a un autre truc qui permet de servir le crédit que tu vas accorder à la recommandation dans le cadre de la reco, c'est en fait de juste ajouter un loader, par exemple. Une fois que tu as rentré tous tes paramètres, si ton algo il est bien optimisé, ça prend pas des heures.
Et éventuellement, ça prend 100 ms. Tu vois. Si ton conso il reçoit une recommandation après 100 ms, il va se dire en fait le truc il a pas beaucoup taffé quoi. Si tu mets un loader complètement artificiel de 3 secondes avec une petite anime qui dit ouais tout le monde est en train de déballer tous les cartons pour trouver le truc qu'il te faut, bah c'est con mais ça marche. Tu vois. Et c'est pareil dans les cas, alors c'est pas dans nos univers nous, mais tu vois par exemple quand tu as une vérification de sécurité, quand tu te connectes à une plateforme de crypto, je sais pas quoi, c'est pareil. Tu vois, le truc peut être instant, mais bon, si t'attends 4 secondes, t'es heureux de le faire quoi. Et alors, tu disais finalement il faut expliquer, je rebondis plus sur la première partie de ta réponse, sur il faut expliquer comment est-ce qu'on fait concrètement, parce que le machine learning a ce gros problème d'être souvent difficile à expliquer. Comment on fait pour le faire, ce lien entre mon goût pour le patchouli que tu as interprété comme ci et que tu relis avec tel critère de ce parfum? C'est vraiment un problème de deep learning souvent d'avoir genre plein de couches d'abstraction qui capturent plein de trucs dans tous les sens mais qu'on est incapable de comprendre. La réalité c'est que dans ces cas-là il faut éventuellement faire tourner des algos spécifiquement justement pour essayer de détecter les similarités entre donc, ce que tu as sorti en output et le contenu de ton formulaire. Et là, éventuellement, ça peut être des choses beaucoup plus simples. Tu n'es pas obligé de faire des choses hyper complexes. Tu peux aller juste regarder, bah, tiens, concrètement, tu calcules la distance entre les parfums en output et tous les parfums que tu as rentrés. Bah, tu vas directement, ça peut te permettre de commencer à avoir des explications. Et c'est aussi là où tu n'es pas obligé d'interférer en fait, avec ton algo qui te produit tes recos. Mais juste, voilà, tu es obligé éventuellement de construire 2-3 briques par-dessus. D'accord, donc potentiellement ça peut être 2 algos différents, c'est pas gênant parce que ce qui compte à la fin c'est de servir les 2 objectifs, celui de faire une bonne reco et celui de donner une explication qui convainc un peu l'utilisateur. Ouais, exactement. D'un point de vue produit, à quoi ça a ressemblé les différentes versions et le cheminement qui vous a amené où vous êtes? Alors, comme je t'avais dit, c'est un cheminement qui est pas lent, mais on a pas mal pivoté, on s'est pas mal cherché. Si tu veux, le point de départ, ça a été quand même... Bon, moi, je suis un passionné de parfum, on va dire. Je pense qu'il y a vraiment un truc à faire à l'intersection de la verticale parfum avec une approche ML et on leverageant le fait qu'on est en France et que c'est une industrie de pointe, on va dire, en France. Et donc, à l'intersection de ça, il n'y avait pas grand monde, si tu veux. Après, j'avais pas un use case particulier en tête. En tout cas, je me suis dit, ah bah tiens, le truc le plus évident à faire, c'est d'aider les gens dans la recommandation de parfum, dans la recherche de parfum, parce que c'est un truc qui est vécu par beaucoup de gens. Moi, je l'avais vécu en fait à la base. C'était ça mon point d'entrée aussi, c'est-à-dire chercher un parfum pour mon frère. Je me suis dit, putain, en fait, genre, en magasin, on se fait rouler parce que les vendeurs n'ont pas forcément la connaissance de ce qu'ils ont en stock, en fait, juste pour pouvoir t'aider avec des use cases assez basiques. Et putain, il y a vraiment un truc à faire. Après, le problème, c'est que c'était pas forcément quelque chose qui était tout de suite monétisable. Et donc ça a été le point de départ de pas mal de pivots, parce que tu vois, donc au début, la première étape a été de constituer un chatbot. C'était en 2017, je sais pas si tu te souviens, il y avait des chatbots partout, avec plein de couillonneries qui sortaient à droite à gauche, tu sais. Mais bon, c'était le début, tu vois, genre Messenger avait ouvert son API, on pouvait faire des trucs assez intéressants. Et moi, c'est vrai que dans mon cas, j'étais même encore en école, et je pouvais faire du bac, par contre en front, j'étais une bille, et donc c'était une opportunité de folie pour pouvoir créer des applications consumer sans savoir faire du front. En fait, il n'y en avait pas beaucoup quand tu penses à l'époque. Assez rapidement, on a pu faire des partenariats avec des marques. On a pu travailler avec des marques plutôt de premier plan, Guerlain, Prada, Jo Malone. Mais assez rapidement, on s'est rendu compte que c'était un petit marché tout de même, de faire des produits quand même hyper sur mesure, custom pour ces marques, parce qu'en fait, chaque marque veut des choses hyper sur mesure, c'est évident. Et du coup, il y avait un intérêt à faire quelque chose de plus généraliste, et que le chatbot, finalement, c'était une vague qui est quand même vite retombée. Donc là, on est grosso modo en 2019, et on se dit, bon, on va faire une app qu'on va faire la plus léchée possible, qui essaie de répondre à tous les use cases qu'on a pu identifier, donc encore une fois de reco, avec une espèce de base encyclopédique, on peut donner des informations sur tous les parfums, etc. Et puis on fait ça. Le problème, c'est qu'on n'a jamais réussi à le monétiser. Tu vois. Et du coup, on a une app qui tourne encore et qui fait 3000 visiteurs uniques par jour, qui a 200K téléchargements, mais dont on n'a jamais perçu un centime. Si on fait pas de pub, etc. Donc c'était très cool de faire un truc qui soit utile pour nos utilisateurs, mais d'un point de vue business, c'était pourri. Et du coup, on a été obligé de se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Fin 2019, début 2020, on se dit, bon, on fait de la reco, mais ce sera encore plus pertinent d'un point de vue business d'être dans la boucle d'achat, tout de même. Et donc c'est là que vient l'idée, et puis qu'on développe en fait ce système de marketplace dont on a parlé un petit peu avant.
Donc ça, on est début 2020, le Covid arrive. En B2B, du coup, il se passe absolument rien, pas de partenariat avec des marques, quoi que ce soit, rien du tout. Et donc ça nous a obligés à nous poser des questions sur, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on dépend que du B2C, qui est quand même un truc qui est très compliqué quand t'as pas levé de fonds, parce qu'il faut pouvoir acquérir des utilisateurs, enfin, c'est un petit peu chaud. Et donc c'est à ce moment-là il se trouve qu'on avait des bonnes relations avec certaines personnes dans le monde industriel et qu'on a commencé à développer des approches en B2B qui sont finalement relativement récentes, mais qui aujourd'hui représentent le gros de notre activité. Ok, du coup dans le cas du B2B, qu'est-ce que ça change par rapport à la partie consumer facing, où se joue la partie entre guillemets ? Alors, en fait, ce qu'on a en commun, parce que c'est plus rapide, c'est notre base de données, notre compréhension de l'univers du parfum, de la verticale, et notamment le traitement, comme un objet vectoriel dont on avait pu parler. Après, sur une grande partie du reste, donc c'est comment créer des indicateurs pertinents pour notre verticale, super spécifiquement en fonction des use cases, donc des pros de la parfumerie. Là, on est sur des choses qui sont très éloignées, on a dû repartir d'une feuille blanche. Et surtout, passer beaucoup de temps avec eux, parce qu'en fait, c'est comme ça, il n'y a vraiment pas de court-circuit à cette approche, en particulier quand tu fais du B2B très spécialisé. On ne peut pas imaginer ce qu'est la vie courante des professionnels sur certaines verticales, c'est trop éloigné de ce qu'on connaît. Ouais. Voilà, donc finalement, les points communs sont relativement réduits. Quelles sont les difficultés à entrer dans une industrie conventionnelle avec des technos d'intelligence artificielle ? On a parlé un petit peu avant de comment l'industrie de la parfumerie est structurée, côté fournisseur en tout cas. Après, côté marque, donc on pense aux grands groupes, L'Oréal, Estée Lauder, Coty, Chanel et autres. Il faut se dire que c'est des industries qui sont vraiment contrôlées par le marketing et dans certains cas par la DA, donc la direction artistique. C'est le cas de Chanel par exemple, où tu n'as pas une décision consumer facing qui n'est pas acceptée, validée par la DA. Donc ça fait que tout ce qui sort de la boîte est extrêmement clean et cohérent, mais ça ralentit parfois les prises de décision. Mais donc dans tous les autres gros groupes, c'est le marketing qui a les dernières décisions. Et c'est vrai que traditionnellement, c'est des gens qui ont l'habitude de prendre des décisions sur du gut feeling, et donc être éventuellement moins data-driven que dans d'autres industries. Donc ça, c'est un premier point. Il y a un autre point qui est que fondamentalement, le parfum, c'est quand même une industrie de rente. T'as des marques qui ont des gammes qui fonctionnent plus ou moins bien depuis des années, et puis en fait, la recette, elle est assez connue. C'est genre, en fait, tu lances ce qu'on appelle un pilier tous les 10 ans. Hein. Donc imagine t'es Lancôme, tu lances un pilier, et puis chaque année, tu lances ce qu'on appelle un flanker. Donc c'est une déclinaison. Et donc tu commences en général pour les femmes, par exemple, par ton eau de parfum, et puis l'année d'après, tu lances ton eau de toilette, puis ensuite tu fais l'eau de parfum intense, par exemple, et ensuite tu vas faire machin truc, souffle de vanille, et jusqu'à ce que ta gamme, on va dire, s'épuise un peu et que tu veux sortir un nouveau pilier. Donc finalement, tu as un mode de fonctionnement qui est tout de même bien balisé, et donc il faut quand même avoir des arguments pour pouvoir arriver à dire, en fait, on va vous proposer une autre façon de faire. Après, tu as un autre élément encore qui est que côté parfumeur, c'est des gens qui sont plutôt des experts créatifs, connaissent très bien leur domaine, ils ont fait des études assez longues en fait en parfumerie pour en arriver là. Ils ont gravi les échelons petit à petit, et c'est des gens qui ont quand même assez peur d'être remplacés. Et donc c'est assez complexe, ou en tout cas c'est assez nécessaire, mais d'être très pédagogue pour expliquer que c'est pas notre objectif, qu'ils sont très importants, que leur patte créative est importante. Mais voilà, ça demande du temps, il y a des résistances. Et alors du coup, comment est-ce qu'on les déjoue ces résistances, entre guillemets ? Au-delà de la peur d'être remplacé, parce que je pense que c'est une peur qui est en fait présente dans toutes les industries qui sont en fait dans toutes les industries, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'industries qui ne vont pas être touchées de près ou de loin par l'IA. C'est vrai qu'on a une réticence, on va dire, assez classique qui est nous, on est une industrie différente, créative, donc c'est pas comme ça, ça peut pas marcher chez nous. Ouais. Et c'est vrai que quand on le voit avec tout ce qui sort d'OpenAI, notamment DALL-E ou autre, c'est vrai que ce qui était, il y a 5-10 ans, on se disait, non, l'IA, ça va être super pour optimiser des process, machin, mais par contre, les derniers métiers qui vont être chamboulés, c'est les métiers d'artistes. Et en fait, on voit que c'est un peu l'inverse qui se passe. C'est que c'est les métiers d'artistes qui sont chamboulés en premier. Les graphistes, la production de son, etc. Dans le cadre du parfum, je pense qu'il n'y a pas un intérêt immédiat du tout à remplacer ces parfumeurs. Enfin, c'est pas du tout l'idée. C'est des gens qui sont en plus, même politiquement au sein de ces organisations, très influents. Voilà, c'est un des gros assets de ces grandes maisons, c'est leurs parfumeurs. Et puis au-delà de ça, d'un point de vue purement branding, ils incarnent des choses qui sont très importantes parfois pour les marques. Quand tu as, par exemple, les parfumeurs de chez Chanel, donc, qui ont été le père et fils Polge, ils incarnent par leur personne l'esprit Chanel. Si demain Chanel, alors je parle pour Chanel, ça pourrait être n'importe quelle autre boîte, dit ce parfum a été créé uniquement avec de l'IA, en fait ça appauvrit, je pense, le storytelling, l'histoire en lien avec le parfum. Ouais. Donc je pense que c'est pas trop un problème.
Après, on a une résistance qui est, genre, je pense, la plus classique, mais que tous tes invités ont rencontré, que tu rencontres probablement aussi dans la vie de tous les jours, c'est on a toujours fait comme ça. Voilà. Alors, c'est probablement plus le cas dans les industries de rente dont on parlait, que dans les industries qui sont hyper chamboulées. Ça, c'est clair. Tu prends l'industrie tu vois, télécom ou les voitures. En fait, ils disaient ça peut-être il y a 10 ans, et puis après, il y a Tesla qui est arrivé, et puis qui leur a montré qu'on pouvait faire différemment. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a peu de personnes qui disent on a toujours fait comme ça et on va continuer comme ça. Et après, il y a une autre réticence, je pense, qui est assez intéressante, on nous a déjà sorti, qui est, moi, je préfère avoir des indicateurs simples, moins pertinents, mais où je peux facilement justifier à ma CEO d'où ils sortent et qu'elle connaît et en quelle elle et moi, on a confiance. Et ça, c'est assez intéressant et je pense que c'est hyper important dans le nouveau écosystème dans lequel on évolue avec les LLM, qui sont quand même très très prompts à toutes sortes de biais d'hallucination. C'est que y a plein de choses qui sont possibles maintenant, mais mine de rien, on peut avoir un peu moins confiance en l'output qu'avant. Et de temps en temps, en fait, c'est bien de s'en passer éventuellement des LLM ou d'avoir des approches un peu alternatives. En fait, dès qu'il faut produire des chiffres, c'est con, mais nous, on peut pas faire confiance à des LLM. C'est aussi bête que ça. Genre, il y a plein d'autres approches. Pour du NLP, c'est trop bien. Pour plein d'autres trucs, c'est pas possible. Et je pense que c'est hyper important. Ça revient un petit peu au domaine de la recommandation expliquée dont on parlait un peu avant. C'est hyper important que ton utilisateur, qu'il soit consumer ou business, il puisse avoir une confiance totale dans ce que tu lui sors. Voilà. Votre application machine learning, est-ce qu'on pourrait la généraliser à d'autres problèmes, l'appliquer à une autre verticale, par exemple? Et quelles seraient les difficultés si vous vouliez le faire? Nous, en pratique, on réfléchit à d'autres verticales pour dupliquer notre approche. Après, si tu veux, tu as des plateformes qu'on appelle de social listening. Alors, c'est un des éléments de ce qu'on fait, mais qui vont notamment faire du NLP sur les reviews des consommateurs, etc. En fait, eux traitent toutes les verticales de façon indifférenciée. Donc, c'est un peu comme Amazon dont on parlait tout à l'heure. Ils vont te faire des corrélations entre les pots de yaourt et le parfum. Le truc, c'est qu'il faut pouvoir être 10 fois plus pertinent que ces gens-là, si tu veux être bon sur ta verticale, parce qu'en général, eux, vu qu'ils ont un marché beaucoup plus large, ils vont avoir des produits qui sont relativement peu chers, en fait. Gros marché, du coup, ils peuvent se permettre de faire plus de volume et moins de marge. Donc, si tu dois dépliquer ce genre d'approche à d'autres marchés, il faut être certain d'être tellement bon que finalement, le prix n'est pas trop un problème. Et donc, ça nécessite d'avoir une expertise très, très pointue sur ton domaine. Donc je pense que, alors je parle pas forcément de notre produit, mais je pense en général, peut-être toujours un trade-off entre volume et marge, grosso modo, sauf dans des très très rares cas, l'iPhone ou autre. Il s'applique ici aussi. Et donc il faut savoir faire le choix entre d'être généraliste ou être très très expert. Choisir bien sa niche et puis aller à fond dessus, quoi. Après, dans notre cas, vu qu'on s'adresse à plutôt des grands comptes, le milieu est structuré, notre space il est structuré avec quelques grands comptes et assez peu finalement de petites marques. C'est des gens qui ont l'habitude qu'on leur développe des choses assez sur mesure, ou en tout cas suffisamment sur mesure pour que ça puisse, on va dire, utiliser certains référentiels qu'ils ont en interne, certaines intégrations, etc. Et là, il y a toujours un trade-off auquel il faut réfléchir entre, du coup, s'aligner un petit peu sur ces demandes, mais le problème, c'est que ça peut retarder la roadmap pour scaler la plateforme, et à la fois, il faut quand même suffisamment être aligné sur ce que demande ton client pour que le deal marche, quoi. Mais ça, c'est un trade-off qu'il faut bien mesurer. Oui, c'est le problème d'avoir peu de très gros clients, c'est qu'on finit par faire un produit un peu trop sur mesure, quoi. Absolument. Alors, quelles erreurs tu peux nous partager pour nous faire gagner du temps sur un projet similaire? Je t'avais parlé du point de départ un peu tout à l'heure, qui est que, grosso modo, je suis parti de ce que j'avais envie de faire, en me disant, en fait, j'étais encore en école, je me dis, j'ai pas forcément envie de rejoindre une boîte ou un projet, j'ai plutôt envie de tester, qu'est-ce qu'on peut faire déjà, seul ou avec une petite équipe. Et le problème, c'est que du coup, j'avais pas du tout d'idée business bien arrêtée sur comment est-ce qu'on fait du chiffre. On s'est dit plutôt, j'ai une vague idée de ce que j'ai envie de faire. Bon. Je pense que c'est bien, dès le premier jour, d'avoir une bonne idée de comment est-ce que tu fais rentrer des clients de façon assez dérisquée. Parce que sinon, tu peux passer beaucoup de temps à pédaler un choucroute et finalement pas forcément avoir un business très pérenne. Au-delà de ça, je pense que c'est important, en particulier pour les ingénieurs, c'est de pas être trop amoureux des solutions, d'être un peu plus amoureux des problèmes. Ouais. Et du coup, de chercher une réponse simple à un problème bien identifié, c'est beaucoup mieux que de chercher une réponse originale à un problème complexe. Ouais. Et tu vois, typiquement, je vais te prendre quelques exemples. Par exemple, on avait parlé de notre app de recommandation de parfum, encore une fois, qui existe encore. Et en fait, je me souviens passer des semaines et presque des mois à développer une feature qui n'a jamais été comprise. Et tout simplement parce que c'est pas un usage classique. En fait, moi, je m'étais dit, en fait, le nec plus ultra de la recommandation de parfum, et qui pourrait s'appliquer à d'autres verticales, c'est que tu arrives dans un magasin, t'imagines, tu arrives dans ta parfumerie, et en fait, on ne te fait des recommandations que ce que tu as sur place.
d'accord, que ce que tu as autour de toi. Et du coup, j'avais développé des trucs dans tous les sens, des scrappers pour essayer de récupérer les inventaires des différentes parfumeries. Et du coup, ça, c'était une usine infernale. Et en fait, d'un point de vue purement UX, c'était extrêmement compliqué de faire comprendre à ton utilisateur de l'app qu'en fait, les recos qu'il avait, elles étaient uniquement... Voilà. Donc en fait, en soi, je pense toujours que c'était une feature qui aurait pu être cool. Mais en fait, t'as des trucs, genre juste, faut pas passer 2 mois quand t'as zéro certitude sur ce genre de choses. Et donc ça, c'est encore une fois le problème d'ingénieur classique. Et à l'inverse... Il n'y avait pas de demande. Les magasins n'avaient pas besoin de recos qui se limitent. Je pense que c'est juste un usage qui est suffisamment peu classique pour qu'il fasse éduquer ton conso et qu'en fait, quand tu dois éduquer ton conso, ça ne marche jamais. Je pense que ça, c'est un truc assez classique. Quand tu dois éduquer ton marché, c'est que ça marche. Enfin, il y a un truc qui cloche, quoi. Sauf si t'es sur un use case qui est genre hyper brûlant pour tes consommateurs. Et en général, c'est plus pour le business que c'est plus facile d'avoir justement la pédagogie nécessaire que le conso qui a une attention de quelques secondes. À l'inverse, et en particulier pour la partie B2B, tu vas s'est rendu compte que, en fait, juste quand tu as quelques CSV de produits, enfin, tu vois, imagine, tu as un CSV avec des résultats business par produit et tu as un CSV par marché. En fait, juste relier les CSV à une base unique de produits et de pouvoir, du coup, sortir des résultats agrégés, c'est con comme la lune d'un point de vue technique. Par contre, d'un point de vue valeur pour le client, ça lui change la vie. Tu vois, c'est typiquement le genre de use case qui... T'as pas de machine learning, t'as pas de deep learning, t'as pas de trucs, des transforms dans tous les sens, hyper fancy. Mais la réalité, c'est que ton client, à la fin, il est très content. Et c'est ça qui compte. Ouais, c'est la valeur ajoutée de la data engineering est supérieure à celle ce qu'on peut faire en data science après, parce qu'elle rend accessible la donnée, déjà, rien que la visualiser, en fait, c'est exactement. Ouais, exactement. Est-ce que tu as une anecdote à nous partager ? Ouais, alors je me rappelais un truc un peu marrant qui nous est arrivé il y a quelques mois. Alors maintenant, quand tu fais quoi que ce soit avec une grosse boîte, tu passes par des process assez longs, et notamment des process en lien avec la RGPD, donc avec le DPO, donc le Data Protection Officer. Et en fait, on était en plein milieu des discussions, et il y a le DPO qui nous grille comme n'importe quelle autre boîte, et puis c'est très bien qu'il le fasse. Donc on monte pas de blanche, du coup, tous nos process, comment on stocke les données, combien de temps, qu'est-ce qu'on capture, etc. Et à un moment, du coup, il nous envoie un template à remplir. Et puis en fait, on se rend compte que le template était déjà rempli de plein d'infos confidentielles d'une autre boîte. Mais genre vraiment, beaucoup de trucs, quoi. Et donc ça nous a bien fait marrer. Alors le mec c'est confondu en excuses. Enfin bon, l'autre boîte, heureusement, le saura jamais. Mais je pense que c'est quand même une bonne illustration du 2 poids 2 mesures qu'on peut constater assez souvent dans les grosses boîtes qui ont d'une part des process assez contraignants tout de même, assez longs aussi. Et qui d'autre part en fait vont être le genre de boîte en interne envoyer des bases de données en CSV par Slack à la bout de la boîte et parfois faire un peu n'importe quoi. Alors je pense qu'on est encore au début de l'alignement avec la RGPD, mais c'est vrai qu'il y a encore des petits couacs qui peuvent être un peu rigolos à voir. Et est-ce que tu as une opinion à nous partager ? Opinion ou ouais, je pense peut-être une recommandation si jamais je devais aujourd'hui remonter une boîte, ou si quelqu'un montait une boîte aujourd'hui, ou chercher des idées de boîte en fait. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant d'un point de vue business, mais aussi satisfaisant de s'attaquer à une verticale assez niche qui intéresse pas grand monde, plutôt que d'aller sur des boulevards concurrentiels où t'as de la hype à fond, mais t'as aussi du coup beaucoup de gens éventuellement très forts qui vont s'en emparer. Et donc je pense qu'il y a 2 raisons à ça. La première, c'est évidemment la compétition. Quand tu es sur un marché ultra concurrentiel, ça veut dire que tu es obligé de lever beaucoup d'argent, parce que sinon c'est ton voisin qui va le faire, et du coup naturellement il aura plus de ressources et il va te bouffer, quoi. C'est assez logique. Et donc ça veut dire aussi plus de stress pour toi, pour tes équipes. Et en fait, au-delà de ça, un autre aspect, c'est juste d'un point de vue du sens de ce que tu fais. La réalité, c'est que quand tu vas sur un boulevard concurrentiel, ton action est très substituable. Si t'étais pas là, t'as la personne à côté de toi qui va prendre ta part de marché et tout va bien se passer pour ton client infini. À l'inverse, si t'es sur une niche où t'as finalement personne, où les gens font les choses très différemment de ce que tu fais, tu peux te dire d'une certaine façon que là, en fait, ton travail a un sens, parce que si t'étais pas là, ton client, en fait, il a pas accès à ton service, et ni à un service substituable similaire. Il va avoir juste accès à ce qu'il fait, enfin, ses workflows actuels. Et ça, je pense que d'un point de vue juste, sens, c'est assez important. En tout cas, moi, c'est un truc qui me plaît bien, en fait, dans le fait de travailler sur, encore une fois, une niche qui n'intéresse pas beaucoup les ingénieurs, en général. Après, je pense que tout dépend... Déjà, t'as pas 2 boîtes identiques. Et tout dépend de ce que tu attends de l'aventure entrepreneuriale. Il y a beaucoup de gens qui sont là pour faire des licornes.
étant mieux pour eux. Alors, je pense qu'il n'y a pas de problème à vouloir créer des licornes. Mais je pense que beaucoup de gens montent des boîtes en sortant leur playbook de comment on monte une boîte. Et du coup, ils voient que pour monter une boîte, il faut lever beaucoup d'argent le plus vite possible. Et ensuite, tu lèves encore plus d'argent, etc. Et je pense que souvent, parce que personne n'a vraiment intérêt, si tu veux, à ce que les gens se posent cette question aussi, hein, mais la question peut être posée de est-ce que tu as besoin de lever de l'argent? Est-ce que tu connais les implications de lever de l'argent en termes de perte de contrôle, en termes d'avoir des conditions un peu nulles qui font que si le marché se pète la gueule, tu vas du coup prendre la flotte. Et donc, je pense que de temps en temps, c'est bien pour les gens qui se lancent de savoir ce qu'il y a entre les lignes du playbook, justement. Ok, alors le futur de la data chez vous, c'est quoi? Nous, si tu veux, alors en B2C, je pense qu'il n'y a pas grand chose à en dire parce qu'on peut être plus pertinent et on espère le devenir, on va le faire le plus possible. Je pense qu'il y a plus de choses à en dire sur la partie B2B. En particulier, notre job actuellement avec donc les plateformes SaaS qu'on développe, c'est de créer des outils qui permettent à des analystes ou des professionnels de l'industrie de se faire une idée de la situation. Donc c'est genre, en fait, encore une fois, la rose nostalgique en Chine, c'est quoi la rose? Du coup, c'est quoi les parts de marché, le benchmark, blablabla. Et le truc, c'est que je pense que les LLM vont quand même nous permettre de fournir une espèce de couche d'abstraction en plus de ces analyses qui permettent de passer de, en gros, la situation de base. Si tu veux, il y a quelques années, et encore aujourd'hui chez pas mal de ces boîtes, ils n'ont pas de données, ils ont peu de données, donc ils ont beaucoup de gut feeling, ça c'est sûr. Ils n'ont pas de données, ils ont beaucoup de questions. Ça, c'est l'état 0. L'étape 1, là où on est à peu près, c'est, en fait, on a des données et on vous donne accès à des outils qui permettent d'y répondre. Et je pense que l'étape 2, c'est, voici la réponse. C'est-à-dire que, tu vois, on n'a pas besoin d'avoir du temps analyste qui va éventuellement mal interpréter des indicateurs, passer beaucoup de temps tout de même sur les outils pour essayer d'avoir une vision intéressante de la situation. Je pense que demain, si on peut feed à des LLM, boum, toutes les données brutes, tu vois, sur un marché ou sur un parfum, et tu lui dis que tu fais l'analyse. Et en fait, c'est une opportunité qui est quand même très importante, je pense, dans tout ce qui est ce qu'on appelle consumer insights, c'est-à-dire ce qu'on fait compréhension des consos, et qui est aujourd'hui sous-exploité parce que c'est que le début. Ok, alors dernière question, quel invité est-ce que tu aimerais entendre dans un prochain épisode de Data Driven 101? Écoute, alors j'aime beaucoup ce que fait Giscard.ai sur l'évaluation de la qualité des modèles. Et en particulier les biais, les hallucinations des LLM. Là, pour le coup, on est un peu près du hype. Mais justement, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils sont près du hype, mais pas forcément traités d'une façon si classique que ça. Et il y a beaucoup de boîtes, y compris des grosses boîtes, qui bossent sur des sujets sensibles, qui ont absolument besoin d'avoir des mesures de la qualité de leurs algos. Et du coup, je pense que les deux fondateurs de Giscard.ai ont beaucoup de choses à raconter sur le sujet. Eh bien, merci Samuel. Merci Marc. Vous venez d'entendre Samuel Fillon, fondateur de Sommelier du Parfum sur Data Driven 101. Si vous avez aimé et que vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Dans le prochain épisode, je recevrai Paul Maher, directeur général du groupe Kudak, pour nous parler de data appliquée au paid marketing. À très vite. Data Driven 101 est rendu possible par Scopeo, agence d'intelligence artificielle. Donnez de l'élan à vos projets IA en vous rendant sur scopeo.ai.